Le résumé de Les ficelles de la négociation, tactique d'expert pour obtenir ce que vous voulez de Simon Rycraft va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'aspect le plus crucial de la communication. Maîtriser les signaux non verbaux. On ne peut pas devenir un négociateur efficace sans comprendre le rôle des signaux non verbaux. La communication ne se limite pas à la parole ou à l'écriture de mots sur le papier. Les gens réfléchissent avant de communiquer. Les émotions sont impliquées et, dans de nombreux cas, ce que vous entendez n'est pas ce qu'ils avaient à l'esprit. Ils peuvent mentir sur leur position sur une question, ou il se peut même qu'ils ne soient pas en mesure de s'exprimer pleinement. Une étude réalisée par le docteur Mehrabian, ancien professeur de psychologie à l'Université de Californie à Los Angeles, suggère que 93% de la communication est non verbale. Quoi qu'il en soit, la maîtrise des signaux non verbaux présente un double avantage. Tout d'abord, elle vous aidera à comprendre vos interlocuteurs, ce qui est important, mais surtout, elle vous permettra d'utiliser efficacement les astuces de négociation évoquées dans ce résumé. Par exemple, vous pouvez utiliser cette compétence pour établir la confiance et le rapport pendant la négociation. Elle vous aidera également à vous rendre compte des signaux non verbaux que vous pouvez donner et qui transmettent un message erroné sans que vous vous en rendiez compte. Un exemple classique est de dire à votre interlocuteur que vous êtes ouvert à quelque chose tout en gardant les bras ou les jambes croisés, un signe qui communique le contraire. Le plus important dans la communication est d'entendre tous les non-dits. Peter F. Drucker. Albert Mehrabian, professeur émérite de psychologie à l'UCLA, a mené des recherches novatrices sur les effets des indices non-verbaux et a découvert que les négociateurs trompeurs sont plus enclins à sourire, font plus d'erreurs d'élocution et ont moins de contacts visuels et de mouvements corporels. Soyez attentifs à ces caractéristiques la prochaine fois que vous participerez à une négociation. Ceci étant dit, examinons quelques éléments clés que tout négociateur doit connaître. La proxémique. Il s'agit de la distance qui doit séparer les personnes quand elles communiquent. Si vous êtes trop près, les gens se sentent mal à l'aise, et si vous êtes trop loin, la communication devient gênante. Gardez une distance d'environ 1,50 m par rapport à votre interlocuteur. Le contact visuel. On dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et c'est vrai. Le fait de maintenir un contact visuel régulier tout au long de la communication contribue à instaurer la confiance dans l'esprit des gens. La paralinguistique. Elle étudie la façon dont une chose est dite et non ce qui est dit. Deux personnes peuvent dire la même chose mais susciter des émotions très différentes en fonction de la manière dont elles l'ont dite. Outre les facteurs vocaux et faciaux, il a été constaté que le débit et le volume de la parole influençaient le pouvoir de persuasion. En général, un volume modérément élevé et une élocution fluide rendent les gens plus persuasifs. La santé. Le bien-être du corps et de l'esprit est important dans tout ce que nous faisons. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler, il est logique de prendre des mesures de précaution concernant les facteurs sur lesquels nous avons un contrôle. Mangez sainement. Faites de l'exercice régulièrement. Buvez souvent de l'eau. Point clé 2. La persuasion est une compétence qui s'apprend. Au fond, la négociation consiste à utiliser des éléments de persuasion pour obtenir un meilleur accord que celui qui est déjà disponible. Dans ce chapitre, vous apprendrez donc des techniques qui vous aideront à vous perfectionner dans cet art. Nous nous inspirerons d'Aristote, qui est généralement considéré comme le roi de la persuasion. Dans son ouvrage intitulé La rhétorique, il a énoncé 3 principes que tout orateur doit comprendre et mettre en pratique. Il s'agit de l'éthos, du pathos et du logos. Examinons-les en détail et réfléchissons aux clés qui vous aideront à les mettre en œuvre dans vos négociations. L'éthos. Les gens doivent vous faire confiance avant de vous écouter et d'être persuadés de suivre ce que vous dites. Mais le problème est qu'il faut du temps pour instaurer la confiance et qu'il y a souvent des contraintes de temps, sauf dans quelques cas exceptionnels, comme quand vous avez une relation existante avec l'autre partie. La situation est encore plus difficile quand vous ou votre entreprise avez de mauvais antécédents avec les personnes avec lesquelles vous négociez. Ainsi, comment faire pour instaurer la confiance ? Voici 2 choses que vous pouvez mettre en place. Mettez en avant vos relations. Connaissez-vous quelqu'un dans l'organisation ou quelqu'un avec qui cette personne est en relation ? N'hésitez pas à le faire savoir.
C'est encore mieux si vous pouvez obtenir une référence proactive de cette relation précieuse. Mais ne soyez pas non plus trop attaché. Si vous étiez un ami d'enfance du directeur, mais que vous ne l'avez pas vu depuis 15 ans, il est inutile de le mentionner. Racontez une histoire. Nous sommes faits pour aimer les histoires et cela ne changera pas de sitôt. Mais vos histoires doivent être spécifiques. Ne vous contentez pas de raconter des histoires au hasard pour le plaisir. Un bon exemple de scénario consiste à expliquer comment les valeurs de votre entreprise s'alignent sur vos objectifs de négociation. Quelle que soit l'histoire que vous racontez, gardez ceci à l'esprit. Les gens sont plus ouverts à des histoires familières auxquelles ils peuvent s'identifier qu'à des histoires inédites. Le deuxième principe est le pathos. Il s'agit de l'idée que vous devez faire des dépôts dans les banques émotionnelles des personnes avec lesquelles vous négociez. Faites ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien avec vous. Il peut s'agir de prendre soin du côté logistique, de s'habiller correctement, d'utiliser des mots forts, etc. Faites preuve de créativité. Les gens sont naturellement ouverts aux personnes avec lesquelles ils ressentent un lien émotionnel. Le troisième et dernier principe est le logos, la raison. Dans quelle mesure vos arguments sont-ils raisonnables? Il est bon d'être digne de confiance et empathique, mais pouvez-vous aussi présenter des arguments raisonnables? Avez-vous des faits concrets pour prouver votre point de vue? Avez-vous fait des recherches qui pourraient les convaincre? Mettez tout cela sur la table des négociations. Le saviez-vous? Shakespeare a inventé plus de 1700 mots. Point clé 3. Prenez le temps de comprendre votre style personnel de négociation. Il n'y a pas deux personnes identiques dans le monde. Les gens peuvent sembler avoir beaucoup de choses en commun, mais ils ne peuvent pas être identiques. La génétique et les expériences de la vie font ressortir le caractère unique de chacun d'entre nous. Il va sans dire que nous avons tous des styles de négociation différents. Ces styles sont souvent en relation directe avec nos types de personnalité. Votre type de personnalité influence naturellement la manière dont vous vous engagez dans les négociations. Le concept des types de personnalité aurait été étudié pour la première fois par Hippocrate, le philosophe grec renommé qui est également considéré comme le père de la médecine moderne. Selon lui, il existe 4 types de personnalité et, bien que de nombreux travaux novateurs aient été réalisés dans ce domaine pour révéler davantage d'informations et la façon dont ces personnalités se mélangent, les bases qu'il a posées restent fondamentales. Les 4 types de personnalité et leurs traits sont énumérés ci-dessous. Les personnes colériques, elles sont audacieuses, passionnées et ambitieuses. Les personnes mélancoliques. Les gens qui ont ce type de personnalité sont souvent anxieux et malheureux. Les personnes sanguines. Ce sont les opposés des mélancoliques. Ce sont des personnes joyeuses et enthousiastes. Leur optimisme est toujours palpable. Les personnes flegmatiques. Ces personnes sont calmes et posées. Elles sont rarement dérangées par quoi que ce soit et sont le plus souvent fiables. Comme nous l'avons déjà dit, ces 4 types de personnalités sont des catégories générales, compte tenu des progrès de la science. Si vous souhaitez déterminer votre type de personnalité et apprendre comment l'exploiter au mieux pendant les négociations, visitez des sites comme www.mbtionline.com et www.kirsi.com. Il est également important de comprendre le type de personnalité avec laquelle vous allez négocier. Cela vous aidera à adapter vos arguments à la personne ou au groupe. De nombreuses personnes essaient d'utiliser la même tactique de négociation, quelle que soit la personne à laquelle elles ont affaire, mais cela ne fonctionne pas toujours. Par exemple, on ne peut pas s'attendre à ce que les mêmes techniques soient efficaces pour les flegmatiques et les colériques, car ces 2 types de personnalités sont pratiquement opposés. Ce type de négociation adaptative n'est pas facile, mais vous vous améliorerez avec de la pratique. Point clé 4. Trouvez ce qui motive l'autre partie à la négociation. Vous avez plus de chances de convaincre si vous êtes capable de rencontrer votre adversaire au niveau de ses besoins. Les gens ont tendance à oublier que derrière chaque acte de négociation se cache un désir profond de répondre à un besoin spécifique qui ne fait souvent pas partie de manière évidente des objectifs de la négociation. Par exemple, un jeune cadre peut vouloir conclure l'affaire car cela lui assurera une promotion qui, à son tour, lui rapportera plus d'argent afin qu'il puisse mieux s'occuper de sa mère vieillissante. Mais vous ne le saurez pas si vous ne regardez que les objectifs de l'entreprise qu'il semble défendre. Vous devez faire des recherches sur l'autre partie si vous voulez avoir une longueur d'avance.
Une recherche détaillée avant le début de la négociation vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires à l'élaboration d'un angle de négociation efficace. Effectuez des recherches en ligne et hors ligne pour en savoir plus sur l'entreprise ou la personne avec laquelle vous allez négocier. S'il s'agit d'une personne, consultez ses réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, et voyez ce que vous pouvez en tirer. Recherchez les qualifications, les antécédents professionnels et les informations personnelles. Quel type de professionnel est cette personne? Depuis combien de temps travaille-t-elle dans le secteur? A-t-elle changé de carrière au cours des dernières années ou a-t-elle conservé la même carrière? Qu'aime-t-elle faire en dehors du travail? A-t-elle des animaux de compagnie? Les informations que vous trouverez détermineront la stratégie de négociation que vous utiliserez. Par exemple, vous souvenez-vous du jeune cadre dont nous avons parlé? Si vous connaissez tous les détails décrits précédemment, vous pouvez alors adapter vos arguments à la manière dont vous ou votre entreprise pouvez l'aider à accomplir son travail plus rapidement et avec plus de résultats, ce qui lui permettra probablement d'obtenir la promotion qu'il souhaite. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Zig Ziglar. Appliquez le même principe de recherche quand vous négociez avec une entreprise. Renseignez-vous sur la culture, l'histoire, les valeurs, la mission, etc. de l'entreprise. Puis, voyez comment vous pouvez structurer votre négociation pour leur apporter de la valeur. Après avoir effectué des recherches en ligne, recherchez des sources hors ligne que vous pouvez utiliser pour vérifier les informations que vous obtenez. Il peut s'agir de personnes que vous connaissez, d'une autre organisation ou d'archives publiques. La dernière chose à faire est d'utiliser des informations erronées obtenues sur Internet. Restez prudent et vérifiez la véracité des faits. Point clé 5. Faites en sorte que l'autre partie vous apprécie. Avez-vous déjà eu une conversation avec un parfait inconnu et l'avez-vous immédiatement apprécié sans savoir pourquoi? Cela arrive tout le temps. Certaines personnes semblent plus sympathiques que d'autres. Même parmi les amis et les parents que nous connaissons depuis des années, certains nous plaisent plus que d'autres. Comment expliquer ce phénomène? En un mot, l'attractivité. Certaines personnes la possèdent naturellement et l'affichent sans même s'en rendre compte, tandis que d'autres doivent l'apprendre. L'attractivité est une compétence que chacun peut apprendre et maîtriser. Alors, comment se rendre attractif lors d'une négociation? Écoutez avec empathie. Nous avons tous cette faiblesse. Quand quelqu'un écoute ce que vous avez à dire comme si vous étiez la personne la plus importante au monde, vous avez naturellement tendance à l'apprécier. La prochaine fois que vous participerez à une négociation et que l'autre partie prendra la parole, veillez à être très attentif. Éliminez les distractions physiques et essayez de vous concentrer sur ce qu'il dit. Posez des questions et faites des gestes pour montrer que vous êtes à l'écoute. Devenez un vendeur. Les vendeurs qui réussissent ne se concentrent pas sur eux-mêmes ou sur leur entreprise. Ils s'attachent plutôt à montrer aux clients potentiels comment un produit ou un service peut améliorer leur vie. La leçon à retenir est qu'il faut se concentrer sur les avantages de l'accord. Mettez l'accent sur ce que l'autre partie a à gagner. Plus vous serez clair, plus vous aurez de chances de le convaincre. Ne les irritez pas. Si vous avez l'habitude d'utiliser des jurons ou de parler d'une manière qui irrite les gens, n'apportez pas cette caractéristique à la table de négociation. Rappelez-vous que l'objectif est de faire en sorte qu'ils vous apprécient. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez prévoir des avantages pour que la négociation se déroule sans heurts. Des choses simples comme s'occuper de la logistique, offrir un déjeuner, donner des cadeaux d'entreprise que vous savez qu'ils aimeront, etc. Ne confondez pas sympathie et amabilité. Le fait d'être d'accord avec les besoins et les arguments de l'autre partie ne vous rendra pas faible et ne diminuera pas votre sympathie. Au contraire, cela montre que vous ne vous intéressez pas qu'à vous-même et cela suffit à augmenter votre attrait. Point clé 6. Programmez vos négociations. Dans ce chapitre, nous examinerons 6 éléments clés que vous devez mettre en place avant le début officiel de la négociation. Les débutants ont tendance à ne pas prendre la préparation au sérieux, mais comme pour toute autre chose, une bonne planification multiplie vos chances de réussite. Déterminez la stratégie et le point d'ancrage. Votre stratégie définit les limites de votre action. Par exemple, si vous négociez un nouveau produit,
Votre stratégie pourrait consister à ne pas l'acheter à plus de 60 000 euros. Après avoir élaboré une stratégie, ancrez-la en la communiquant à l'autre partie. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, il suffit de lui faire savoir suffisamment tôt que vous ne pouvez pas dépasser 60 000 euros pour le produit. Travailler en équipe. Certaines personnes aiment négocier seules, simplement car cela les valorise, tandis que d'autres préfèrent déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre par manque de confiance. Quelle que soit votre position, il est essentiel, pour réussir une négociation, de savoir quand faire équipe et quand laisser une seule personne s'en charger. Une bonne règle de base consiste à ne faire appel à une équipe que si elle apporte une valeur ajoutée. Planifier un manque d'autorité. Les négociateurs utilisent cette tactique pour gagner du temps ou fixer une limite aux concessions de l'autre partie. Les vendeurs l'utilisent également beaucoup. La situation se présente quand vous voulez négocier un prix et que le vendeur vous dit « Je ne suis pas sûr que ça soit possible. Il faudrait que j'en parle à mon patron. » Parfois, il est vrai qu'ils veulent transmettre l'information, mais parfois, ce n'est pas le cas. Si vous constatez que cette tactique est utilisée à votre égard, demandez à ce que la réunion soit reportée à un moment où le patron sera présent. Préparez-vous à l'opposé polaire. Cette tactique est utilisée quand la négociation est dans l'impasse ou quand vous vous rendez compte que l'autre partie essaie de vous exploiter. La tactique de l'opposé polaire est exactement ce qu'elle semble être: offrir le contraire de ce qui est sur la table. Il peut s'agir, par exemple, de menacer de quitter le marché si aucun accord n'est trouvé. Prévoyez un plan B avant le début de la négociation. Recherchez des faits connus sur l'autre partie qui peuvent considérablement affaiblir sa position. Vous ne remporterez pas toutes vos négociations, quelle que soit votre intelligence. Toutefois, quand vous devez céder, veillez à adopter une position qui vous assure de petites victoires. Si vous devez céder lors d'une négociation, veillez à ne pas tout perdre. Conclusion du résumé. La négociation est à la fois un art et une science. Elle présente certainement des difficultés, mais une négociation efficace est une compétence que tout le monde peut acquérir, qu'importe son identité et son métier. Commencez par comprendre les signaux non verbaux que les gens émettent quand ils communiquent. Ayez une connaissance générale des différents types de personnalités et entraînez-vous à les identifier chez les autres. Cette compétence vous aidera à adapter vos arguments pour une efficacité maximale. Préparez-vous toujours avant une négociation. Utilisez votre temps de préparation pour étudier l'autre partie. Renseignez-vous sur sa vie professionnelle. Posez autant de questions que possible, documentez ce que vous trouvez et utilisez-le pour élaborer une stratégie. N'oubliez pas d'ancrer cette stratégie suffisamment tôt dans la négociation. Vous êtes maintenant prêt à commencer à argumenter avec l'autre partie. Que devez-vous garder à l'esprit quand vous vous apprêtez à téléphoner, à envoyer un message ou à entrer dans la salle de négociation? 2 choses, la confiance et la sympathie. Gardez l'esprit ouvert pour trouver des moyens créatifs d'accroître rapidement ces 2 facteurs. Plus vous les renforcerez rapidement, plus l'autre partie sera susceptible d'accepter vos conditions. Si, quoi qu'il en soit, vous constatez que vous êtes en train de perdre votre position, une bonne chose que vous pouvez faire est de vous assurer que vous ne partez pas les mains vides. Il n'y a que les débutants qui le font, et vous n'en êtes pas un. Rappelez votre limite de négociation prédéterminée et veillez à ne pas la dépasser. Vous pouvez toujours menacer de mettre fin à l'accord si l'autre partie insiste pour dépasser vos limites. Essayez ce qui suit. Visitez le site www.mbtionline.com pour en apprendre davantage sur les types de personnalités. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.